suite aux événements que nous avons eus en Haïti les 6 et 7 juillet. Je sais, Martine, que tu es au courant puisque nous avions gardé contact. Je t'avais aussi envoyé quelques images. Donc, oui, que j'ai fait circuler d'ailleurs aussi. Merci, merci. Et au fait, il y a quelque chose quand même dans cette difficulté, dans ces moments de difficulté, il y a quelque chose quand même d'heureux. C'est que, comme par hasard, je pourrais dire, je rencontre beaucoup de gens qui s'interrogent sur la nature de ce qui s'est passé. Et surtout, une question revient. Comment ça se fait que depuis des années, des décennies, 2 siècles et éventuellement plus, nous avons tout le temps ces crises à répétition. Nous passons de crise en crise et à chaque fois, nous sommes interloqués. Donc, Martine, j'aurais aimé que tu nous expliques comment toi, tu vois ces crises-là. Toi qui connais Haïti et qui viens régulièrement. Bien. Bon, je pense que ces crises ne sont pas particulièrement, je dirais, pour Haïti. Dans ce sens que je rentre du Congo actuellement, je rentre de la RDC, la République démocratique du Congo, qui vit les mêmes crises à répétition, qui vit les mêmes problèmes d'élection pour le changement lors des présidentielles. Il y avait de grandes similitudes entre ces deux pays. Et je pense qu'en cherchant soit en Amérique du Sud ou ailleurs, nous allons retrouver les mêmes problématiques. Je peux dire aussi que ce que nous vivons ici, d'une moindre et peut-être d'une moindre importance, relève des mêmes problématiques. Donc, ce qu'il faudrait peut-être savoir, c'est est-ce qu'il faut chercher le pourquoi de la crise en se disant mais comment se fait-il que nous retrouvons toujours les mêmes crises et qu'est-ce qui se passe, en quoi sommes-nous fautifs, ou est-ce qu'il faudrait une fois se dire que nous avons droit à ne plus avoir de crise, mais que nous devons déjà changer d'état d'esprit par rapport à notre vision aussi du monde, de la société, notre vision de l'être humain. Ce qui veut dire que le travail déjà que nous devons faire, c'est devenir des êtres humains réalistes, hein, des habitants d'une planète qui acceptent de devenir des êtres matures, hein, réalistes et qui voient le bon comme ils peuvent voir le mauvais, comme ils peuvent voir les difficultés, mais sans douter, sans se poser de questions, en acceptant cette réalité et en comprenant aussi que chaque problème peut avoir sa solution à condition que nous soyons capables de nous remettre en question sur un plan individuel, mais aussi également sur un plan collectif. Je pense que c'est là où le bas blesse. C'est que nous devons aujourd'hui dans notre société, à tous les niveaux de la société, surtout sur chaque coin de la Terre, nous devons nous remettre en question parce que nos sociétés ne sont plus conformes à ce que nous voulons. L'être humain, au fond, veut être heureux. Je vois partout des gens qui en ont marre de souffrir et qui veulent être heureux, mais pour être heureux, nous devons aussi accepter que nous ne pouvons plus attendre qu'une personne externe à notre vie nous rende heureux. Nous devons accepter que nous avons la force, que nous avons la créativité, que nous avons le libre arbitre de devenir heureux et que nous n'avons pas besoin des autres. Donc c'est une énorme remise en question, cela a l'air de rien, hein, mais c'est une énorme remise en question parce que à force d'aller de crise en crise et de se poser des questions, pendant que nous nous posons des questions, nous ne faisons rien. Nous attendons que les autres fassent pour nous et nous attendons la personne qui sera plus intelligente que nous, qui aura fait plus d'études que nous, qui aura plus de compétences que nous, et nous mettrons notre vie entre ses mains. Et nous voyons que si on réfléchit, que cela ne marche pas. Ce qui veut dire que nous devons mettre notre vie entre nos propres mains, parce que nous avons la capacité justement de construire cette vie sans attendre que les autres la construisent pour nous. Ce serait déjà la première remise en question que nous devrions faire. Oui, ok, merci Martine. Donc, tu parles de remise en question. Et justement, moi qui suis haïtienne, je suis née en Haïti. Et comme je l'ai dit dernièrement lors d'une émission que j'ai eue, Michael, mon fils, qui est un artiste, a écrit à 18 ans une musique où il disait depuis qu'il est petit, son pays a des problèmes. Tu vois, donc c'est vraiment, on le répète. Et ce que je vis, moi, et depuis des années, c'est qu'à chaque crise,
il y a comme un relent d'énergie et tout le monde veut changer les choses, on se pose des questions. Et puis, il y a comme un moment, je pourrais dire, d'euphorie où on a vu ça après le tremblement de terre et je l'ai revu encore les 6 et 7 juillet où tout le monde se pose des questions et on en est encore un petit peu à cette phase, mais finalement, si on laisse les choses aller comme avant, dans 2 mois, on aura tout oublié jusqu'à la prochaine crise. Donc, Martine, comment tu expliques ce comportement et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour éviter ce danger? Alors justement, il faut considérer que les mouvements d'euphorie comme les mouvements de désespoir sont identiques. Nous sommes juste dans deux extrêmes émotionnels qui vont nous conduire de nouveau à souffrir. Parce que lorsque nous sommes dans ces deux phases, que ce soit dans la désespérance qui va de toute façon nous conduire à la colère, au sentiment d'injustice et à la violence, lorsque nous sommes dans cette phase, nous n'avons aucune capacité de maîtriser notre vie et nous n'avons aucune capacité de penser correctement et de faire les bons choix. Lorsque nous sommes dans l'exaltation, dans l'euphorie, parce que tout d'un coup nous sortons de la crise et que nous avons l'impression que cette crise nous a rendus solidaires, nous a rapprochés les uns des autres, malheureusement, cette exaltation étant une émotion identique, même si elle a l'impression de nous faire du bien, nous sommes dans le même état, dans ce sens que l'euphorie ne peut pas amener une personne, conduire une personne à faire de bons choix parce qu'elle n'est pas en état de maîtrise, ni intellectuelle, ni émotionnelle. Donc, je parle en quelques mots déjà des problèmes émotionnels de l'être humain, de l'homme, qui font que lorsque nous ne sommes pas justement dans un état de calme intérieur, lorsque nous sommes la proie soit de l'euphorie, soit de l'exaltation, soit de la colère, soit de la peur, soit du doute, finalement, malgré les apparences, nous sommes toujours en danger parce que nous ne sommes pas capables, dès ce moment-là, de juger d'une situation, de juger de notre vie, de trouver des solutions qui sont à notre porte, mais nous ne les voyons pas à notre porte. Et nous nous mettons dans des choix qui sont toujours aussi à l'extrême que nos propres émotions. Cela veut dire que, au fond, on pourrait se poser cette question finalement, qu'est-ce qui cloche chez l'être humain, sans aucune négativité, on pourrait se poser cette question. Évidemment que nous avons la clé, autrement je ne me permettrai pas de dire cela. Ce qui cloche chez l'être humain, c'est une partie de lui-même que j'appelle sa partie émotionnelle, et que j'appelle également son subconscient dans mon langage philosophique, dans ma philosophie. Et ce subconscient est configuré de telle manière qu'il n'a ni l'intelligence, ni la capacité de réfléchir correctement, ni la capacité d'avoir des stratégies, et qu'il est simplement finalement la proie de programmation, d'habitudes de fonctionner, qui ne sont basées que justement sur des habitudes de fonctionnement et qui ne sont pas basées sur une réalité et sur la réalité du quotidien que nous vivons. Je donne un exemple. Supposons qu'un enfant soit né avec une programmation émotionnelle de peur, même si toute sa vie lui démontre qu'il peut avoir confiance et que tout va bien, à l'âge de 30 ans, il va encore avoir des peurs parce qu'il est programmé pour la peur. Voilà. Et donc, dans cette situation, devenant adulte plus tard, même si toutes les situations, même si tous les événements, même si tout le monde autour de lui, son pays, sa famille, sa profession, lui démontre qu'il a tout pour réussir, il va toujours douter de ses possibilités qui sont en face de lui parce qu'il est programmé pour douter. Ce qui veut dire que lorsque nous comprenons ce fonctionnement pour un individu, nous pouvons le comprendre pour une société entière, pour un pays, pour une communauté, pour une famille, pour une entreprise. Et nous voyons à quel point nous pouvons à ce moment-là faire de dégâts parce que nous ne sommes pas capables de jauger, si je puis dire, d'une réalité, de jauger d'un événement, de jauger d'une situation et évidemment de mettre des situations en place pour que nous puissions faire évoluer notre pays, pour faire évoluer nos expériences, faire évoluer notre vie, en fait. Voilà. Donc, la problématique en cause
qui est une problématique passagère, puisque je ne dis pas la faute qui est en cause, je dis la problématique qui est en cause, c'est ce fameux subconscient dont je viens de parler, que nous devons détecter à l'intérieur de nous et qui devrait faire l'objet d'analyses depuis notre plus jeune enfance, depuis l'âge de 5-6 ans déjà, pour nous permettre de comprendre ce fonctionnement qui est en nous et pour nous permettre également de voir la partie de nous qui, elle, par contre, est capable de réagir correctement, est capable d'intelligence, est capable d'intuition, est capable de ressentir, d'éprouver des sentiments, et qui donc est capable de nous donner les réponses sans avoir besoin de se poser des questions. Ce qui veut dire que la vie n'est faite que de solutions, à condition que nous ne regardions pas notre subconscient et que nous n'écoutions pas nos programmations émotionnelles. Ça, c'est déjà une première réponse. Merci Martine. Donc justement, quand tu dis que nous n'avons, que ce soit l'euphorie ou la révolte, c'est ainsi que nous n'avons pas la maîtrise intellectuelle et émotionnelle pour faire face aux situations que nous confrontons. Mais je sais aussi que, selon ta philosophie, chaque communauté, chaque pays, en tant que groupe, a justement un ensemble de difficultés émotionnelles et qui se ressemblent et qui font que ça exacerbe, je pourrais dire, et ces énergies-là. J'aurais aimé que tu nous expliques toi-même par rapport à ça. Je sais qu'en Haïti, nous avons des qualités, ouais, et tu nous le rappelles souvent, mais quelles sont, selon toi, ces difficultés que notre population haïtienne confronte? Bon, déjà, il faut expliquer un peu en quoi ça consiste tout ça, hein, puisque on peut parler d'inconscient individuel, c'est ce qui se passe à l'intérieur d'une personne, qu'on ne voit pas forcément, mais qui va nous faire agir, qui va nous faire penser et qui va nous faire imaginer. Et puis ensuite, évidemment, si on multiplie ce nombre d'individus par 100 000 personnes, par 200 000, par 1 million, par 10 millions, cela va représenter un inconscient collectif. Ce qui veut dire qu'il y a un inconscient collectif d'un pays, puisque ce pays, évidemment, vit sous la bannière d'un moment où ce pays a été créé, où des personnes, en fait, collectivement, se sont mis ensemble. Alors, ce qui va être important, c'est le nombre de personnes, au fond, qui vont subir des programmations émotionnelles et qui vont les laisser vivre, parce que n'oublions pas qu'une programmation émotionnelle est sujette à caution, puisque nous avons un libre arbitre en nous, nous avons un pouvoir. Cela veut dire qu'une programmation émotionnelle, c'est comme un rhume, on peut le soigner ou on peut le garder précieusement parce qu'on a envie de souffrir, n'est-ce pas? Donc les programmations émotionnelles dans un inconscient collectif vont se manifester à partir du moment où elles représentent la majorité des individus dans ce pays. Donc c'est important de pouvoir le dire. Maintenant, autre chose, c'est que ces programmations émotionnelles, finalement, c'est là où se situe l'espoir et le bonheur, c'est qu'elles ne sont que l'interprétation des qualités qui nous habitent. Bon, peut-être mauvaise interprétation pour l'instant, hein, mais toujours est-il que ce ne sont que des interprétations. Parce que, évidemment, qu'une qualité a plusieurs facettes, tout cela dépend de la manière dont nous allons la regarder. Et prenons déjà une des premières programmations de Haïti, puisque tu sollicitais, c'était ta demande. Hein. Très important pour moi. Donc là, nous parlons de programmation émotionnelle, évidemment, et c'est vrai que nous avons parlé très souvent d'une des programmations importantes du peuple haïtien, qui est l'orgueil. Bon. Alors encore une fois, l'orgueil n'étant pas la prétention, cela n'a rien à voir. L'orgueil, c'est le refus de voir ses faiblesses, c'est le refus de perdre la face, c'est toutes ces choses qui font que nous voulons paraître plus forts que nous ne le sommes, et finalement, nous sommes durs avec nous-mêmes, nous nous endurcissons face à la vie, nous ne voulons pas voir notre souffrance, et nous allons évidemment plutôt montrer notre colère. Alors, évidemment qu'on peut se poser la question, mais il vient d'où cet orgueil? Qu'est-ce qui se passe, hein? Eh bien, cet orgueil chez le peuple haïtien est une mauvaise interprétation de la puissance, de la force de votre peuple. Et c'est ce en quoi nous devons voir une énorme qualité. C'est que je ne vois pas le peuple haïtien vouloir se coucher et obéir et se soumettre. C'est pour ça qu'il est en révolte perpétuelle.
Et d'ailleurs, nous voyons dans son histoire que le peuple haïtien ne s'est jamais soumis et qu'il s'est toujours révolté. Donc, cela dénote d'une grande puissance, d'une force, d'un désir de diriger sa vie, d'un désir de prendre des initiatives, d'une lumière intérieure qui fait que c'est un peuple qui a la capacité de prendre des initiatives. La problématique est que, au travers de l'histoire et au travers des épreuves aussi que vous avez vécues, cette force, en fait, a été mise au service inconsciemment de la colère, au service de la peur, au service de la méfiance, au service du doute, du doute aussi de l'autre, de celui qui me fait du mal. Et elle s'est transformée, en fait, en violence, d'une certaine manière, parce que la force chez un être humain est une des énergies les plus grandes, les plus importantes, et c'est l'énergie qui est à notre disposition pour construire notre vie, pour réussir, pour nous aider, pour aider les autres, pour résoudre un problème. Donc elle a une importance fondamentale, cette puissance et cette énergie. Mais à partir du moment où nous avons l'impression d'être des victimes de l'histoire, ou des victimes d'un conquérant, ou des victimes d'un envahisseur, ou des victimes de notre gouvernement, ou des victimes des organisations internationales, etc. À partir de ce moment-là, cette colère, cette puissance ne sera plus utilisée de manière adéquate, parce que si je me considère comme une victime, je me considère comme une personne faible, ou comme un peuple faible. Donc, je ne vais pas l'utiliser en disant voilà ce dont j'ai besoin et voilà ce que je vais faire de ma vie parce que je suis le seul à décider et je n'ai pas besoin des autres. Je vais continuer en fait à souffrir, je vais continuer à me plaindre, je vais me comporter comme une victime, mais toute cette puissance à l'intérieur de moi va se manifester comme un volcan qui va faire que je vais avoir périodiquement des accès de violence dont tu parles comme d'une crise. Tu vois, voilà, quand tu parles de la crise en Haïti, en fait, tout ça est tout à fait logique pour moi, parce que lorsqu'on est fort et puissant, on ne peut pas retenir notre force, soit en soumission, soit en passivité, parce que obligatoirement, elle va, au bout d'un certain temps, se transformer en violence. Ce qui veut dire qu'en fait, le peuple haïtien doit remettre, je dirais, si je puis dire, l'église au milieu du village. Et l'église au milieu du village, c'est sa force au milieu de son âme, en se disant, mais ai-je vraiment besoin des autres pour m'en sortir? Ai-je vraiment besoin de mon gouvernement? Ai-je vraiment besoin des ONG internationales pour m'en sortir? Puisque nous avons tout essayé, nous avons vu que ça ne marche pas, mais nous n'avons pas encore exploité toutes nos possibilités. Et c'est ce que, finalement, je viens faire chez vous, pour vous aider à exploiter ensemble, avec moi, tous ensemble, et avec votre travail, toutes les possibilités que vous avez en vous, et en passant déjà par la première possibilité, qui est justement la force que vous avez découvert en vous depuis ces quelques années, cette puissance que vous avez de créer, de construire et d'aider les autres. Vous l'avez, cette puissance, ça vous l'avez déjà découvert depuis longtemps. Donc, il faut la mettre à votre disposition personnelle, c'est-à-dire à la disposition de l'amour que vous vous portez, et non pas de ce regard toujours dur que vous avez envers vous-même, en disant tout le temps Haïti est un mauvais pays, Haïti est un pays maudit, j'entends ça tout le temps. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays où il y a toujours des épreuves? C'est toujours pour Haïti les épreuves. Alors qu'en fait, pourquoi, et la question à se poser, c'est pourquoi justement vous attirez des épreuves? Parce que vous considérez, donc la plupart de la population considère que vous attirerez toujours des épreuves et vous en avez peur, vous y croyez, et donc, comme vous avez un pouvoir, vous les attirez. Wow, merci beaucoup Martine. Et vraiment, cette mauvaise interprétation de la force, et je suis très heureuse que tu insistes là-dessus. Et tu as parlé aussi de l'amour que nous devons avoir pour nous-mêmes, parce que ce que j'avais retenu aussi, que c'était une autre de nos difficultés à côté justement de ce refus de notre force. Et comment que tu le vois toi-même, et ce manque d'amour pour nous-mêmes? Alors, ça, c'est une deuxième programmation qui fait souffrir beaucoup Haïti et ses habitants, parce que ça porte atteinte aussi à l'âme de votre pays, ça porte atteinte à la terre de votre pays. Il ne faut pas oublier que l'être humain a tout pouvoir sur sa terre, sur son pays, sur la réussite
de ces expériences. Bien sûr qu'on va pouvoir me dire peut-être, mais comment nous avons comme pouvoir, nous ne sommes pas une institution, nous ne sommes pas un gouvernement, nous n'avons pas d'argent. Mais justement, ce qu'il faut considérer, c'est que ce n'est pas l'argent qui fait l'homme, c'est l'énergie de l'homme qui construit la vie et qui construit éventuellement l'argent qui va venir ou non. Parce que peut-être qu'une personne peut être riche un certain temps, à un moment donné, mais on ne sait pas les autres coups épreuves qui vont arriver dans sa vie, et on sait très bien qu'elle peut aussi perdre cet argent. Mais nous nous fions toujours aux apparences, à savoir que si je n'ai pas d'argent, je ne peux rien construire. Ça, c'est un peu la vision courte, si je puis dire, de l'être humain. C'est qu'à partir du moment où je n'ai rien, il n'y a aucune raison que j'ai plus, et je ne pourrais pas avoir plus parce que c'est comme ça, et c'est la vie. Les pauvres resteront pauvres et les riches deviendront riches. Alors, justement, là où la remise en question doit se faire, c'est que il y a une autre, comment puis-je dire, il y a une autre vision des choses qui doit rentrer en ligne de compte. C'est une vision qui est beaucoup moins concrète et matérielle et qui est, encore une fois, la puissance de notre pensée et la puissance de ce que nous imaginons de la vie, de notre vie, de ce que nous imaginons de nos compétences. Et nous pouvons réfléchir à cela parce que c'est ce qui va définir justement la réussite d'un peuple. Si je pense que je ne suis pas capable, si je pense que je vaux moins que les autres, que je suis nulle, que je n'ai pas de capacités, que je ne vaux rien parce que je suis un peuple maudit, cela veut dire qu'au moment où je pense cette phrase à chaque moment de ma journée, où je peux la penser une fois par jour ou même une fois par semaine, à partir de ce moment-là, les énergies de cette phrase vont rejoindre toutes les autres pensées des Haïtiens qui sont en colère, qui doutent d'eux-mêmes, qui doutent de leur pays, qui doutent de leur gouvernement. Et toutes ces énergies multipliées par le nombre de personnes qui les émettent, en pensant, en parlant et en imaginant, cela va faire une énorme énergie qui va se mettre à vivre vraiment et qui va se nourrir d'elle-même. Ce qui veut dire que cette énergie va se transformer en énergie négative qui va se retourner contre nous et qui va évidemment nous démontrer que nous avions raison de ne pas nous aimer et de douter puisque les épreuves arrivent. Bon, alors revenons à cette deuxième programmation qui est justement ce manque d'amour pour soi. Ce manque d'amour pour soi va rendre une personne en fait dure avec elle-même, critique envers elle-même, et elle va développer une colère inconsciente qui va se manifester d'une manière insidieuse parce que elle peut se lever le matin en étant mélancolique, en étant triste, en étant nerveuse, tendue, désagréable avec son entourage, et évidemment que cette colère latente, cette insatisfaction latente va pouvoir se justifier par les 1001 situations qu'elle va vivre au quotidien en disant mais oui, si je suis en colère, c'est parce que tu n'as pas été gentil avec moi. Si je suis en colère, c'est parce que je suis fâché contre mon patron. Si je suis en colère, c'est parce que je n'ai pas de travail, etc., etc. Donc, en expliquant toutes nos colères, nous allons continuer à être très fiers d'en avoir puisque nous avons des tas d'excuses à cette colère. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ma communauté, c'est la faute des médias, en fait, c'est la faute de tout ce qui est à l'extérieur à moi. Mais pendant ce temps, je ne me rends pas compte que lorsque je pense chaque fois négatif, je crée en moi une énergie négative qui va se retourner contre moi. Ce qui veut dire que c'est comme si chaque fois, bon, je donne un exemple qui est un peu exagéré, mais c'est comme si chaque fois, je me donnais un coup de poignard et je me fais une plaie, n'est-ce pas? Je me scarifie et ensuite je regarde mon bras en me disant « Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui m'a donné ce coup de poignard ?» Mais en fait, c'est moi qui me suis donné ce coup de poignard parce que chaque fois que je me mets en colère et chaque fois que j'ai des peurs, des doutes, au fond, je me fais du mal à moi-même et je me prouve que justement, je ne m'aime pas. Donc, tu vois à quel point le manque d'amour, finalement, est insidieux parce que la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils ne s'aiment pas. Parce que si on râle toute la journée, ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, ça veut dire qu'on est conscient d'une situation qui ne nous plaît pas. En fait, non, ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que si je veux vraiment faire preuve d'amour pour moi, je vais constater ce qui ne va pas, je vais trouver des solutions, je vais les mettre en pratique et je vais agir. Et à partir de ce moment-là, n'ayant pas d'émotion, je ne vais pas me faire du mal
Et donc, c'est ainsi que je vais seulement faire preuve d'amour à mon égard. Non, merci Martine. Et au fait, c'est ce que tu disais aussi, c'est que nous devons arrêter de voir les symptômes de ce qui nous arrive, pas aller aux causes. Et donc, je comprends que les causes de ce qui nous arrive, c'est lié à justement cette difficulté émotionnelle de manque d'amour de nous-mêmes, de une mauvaise interprétation de notre force. Okay. Mais cette remise en question suppose justement que nous arrêtions de blâmer tout le monde, parce que c'est ce que, quand on écoute les médias, l'un blâme l'autre. On se lance la balle, je pourrais dire. Mais comment, parce que je sais qu'il y a d'autres programmations ici d'Haïti, et que j'espère que tu auras le temps au cours de cette entrevue de partager avec nous. Mais concrètement, et comment peut-on se sortir de cette situation, cette remise en question-là? Et comment vois-tu qu'on peut le faire concrètement? Mais tu vois, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais des médias qui, justement, ne donnaient que des mauvaises informations, mais les médias ne sont pas à blâmer parce que les médias sont à l'image de la population. C'est-à-dire que nous avons, malheureusement, il faut accepter de le voir. Je veux dire, en étant réaliste, nous pouvons soigner nos maux. Si nous n'acceptons pas de voir, nous ne trouverons pas de remède. Tu as dit aussi que nous ne voyons que les symptômes. C'est bien plus grave que cela, parce que nous ne soignons que les symptômes. Tu vois, c'est ça. C'est que si nous les voyons et que nous les soignons, que nous allons chercher plus loin, c'est bon. Mais en ne voyant que les symptômes, nous ne soignons que les symptômes, donc nous ne soignons rien, puisque les causes restent toujours les mêmes. Bien. Donc, ce que je voulais dire encore pour parler de ce manque d'amour, c'est que ce soit les médias comme les gouvernements, que ce soit les institutions, il faut avoir le courage d'accepter qu'ils sont à l'image de la majorité de la population. Ce qui veut dire, bon, je donne simplement, c'est une question de pourcentage, c'est que si 80% de la population éprouve de la colère, éprouve de l'aigreur, éprouve des peurs, elle va justement générer en fait des énergies négatives qui elles-mêmes vont générer ces énergies négatives auprès des médias. Parce que les médias ne seront qu'une représentation d'un pourcentage qui représente la population. Donc les médias ne sont pas plus responsables que nous parce que ce sont c'est l'image de nous. Et ce qui serait intéressant plutôt, c'est de dire, bon, alors regardons les médias et voyons comment ils réagissent. Donc s'ils réagissent ainsi, ça veut dire que nous réagissons de la même manière qu'eux. Alors que faut-il faire? Les critiquer ou changer notre propre état d'esprit pour qu'un jour les médias se transforment également? Tu vois, je trouve intéressant quand même d'aller un peu plus loin et de faire cette petite parenthèse, parce que ça permet aussi d'éclairer notre attitude, nos réactions, et aussi de sortir de cette colère en pensant que nous ne pouvons rien faire parce que ce sont les autres qui font du mal. Et que peut-on faire face aux médias? Eh bien oui, changeons notre situation, changeons notre état d'esprit, et nous verrons que comme par miracle, tout d'un coup, une partie des médias va se transformer, et nous serons tout étonnés en disant « Ah, c'est peut-être un hasard, mais tiens, il y a tel journaliste qui est positif, il y a telle personne qui a parlé qui m'a semblé beaucoup plus à même d'aimer notre pays, etc. » Et finalement, les gens vont s'étonner, mais au lieu de s'étonner, ils devraient être fiers d'eux, parce que ça voudra dire que le pourcentage de la population devenant plus positif, le pourcentage des médias va devenir également plus positif. Et là, la population va se dire, nous sommes fiers de nous, c'est nous qui avons changé nos médias, c'est nous qui changerons notre gouvernement. Très important. Bon. Donc, ça veut dire que nous devons chacun prendre la responsabilité de ce qui nous arrive. Et en rehaussant notre niveau d'énergie, nous allons attirer de notre vie les personnes que nous voulons avoir comme journalistes et dans tous les domaines. Pas que nous voulons avoir, c'est pas aussi simple. Nous attirons ce que nous voulons et ce que nous redoutons. Voilà. Donc, la plupart du temps, les gens voudraient bien, mais ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent parce qu'ils ont peur de ne pas l'avoir et ils sont sûrs qu'ils ne l'auront pas parce que c'est trop beau pour eux. Ben, c'est ça aussi le manque d'amour. Tu vois? Donc, il y a cette espèce d'ambivalence, à savoir on se révolte parce qu'on souffre,
Mais en même temps, si on nous mettait sur un plateau toutes les recettes pour notre bonheur, nous irions vaquer à nos occupations habituelles en mettant cela de côté, en se disant on le fera demain, tu vois, on ne le mettra pas en priorité. C'est ça le problème. Alors qu'une personne qui s'aime va obligatoirement, va tout de suite avoir la clairvoyance de découvrir ce qui est important pour elle, et elle va le mettre en priorité en se disant et en sachant que en agissant pour elle, elle va obligatoirement agir pour les autres, elle ne va pas devenir égoïste pour autant, bien au contraire, parce que se rendant heureuse, elle va rendre son entourage aussi heureux, tu vois. Bon. Ça aussi, c'est très important. Bon, maintenant, je crois que ta question était, y a-t-il d'autres programmations émotionnelles, je pense. Tu voulais en arriver à cela, c'est juste ça? Oui, alors je sais qu'il y a une programmation dont je voulais que tu parles. Oui. Alors, dis-moi, est-ce que c'est une devinette? Tu sais très bien. Je pense que un des premiers contacts, justement, avec notre communauté, ça a été réellement notre manque de rigueur, vraiment. Voilà, je dois te dire que dans toutes les communautés où j'évolue, et je crois que au moins 15 fois par jour, je fais attention à mon manque de rigueur à moi et à celui de mon entourage. Et je sais que tu fais un grand travail avec la communauté à travers ta philosophie. Donc, c'est certainement une de nos difficultés dont je voudrais que tu parles. Ben, je dirais bien sûr que cette difficulté additionnée aux autres fait des dégâts parce que nous plaisantons, mais en même temps, je dirais que c'est dramatique. Hein. Dans ce sens que cette programmation émotionnelle va toucher une personne dans son individualité, elle va toucher un couple dans ses relations, une famille aussi, dans l'organisation aussi d'une famille avec les enfants, dans les relations avec les enfants. Elle va toucher une entreprise dans sa gestion aussi, une communauté entière aussi dans la gestion des différents domaines qu'elle traite. Elle va aussi toucher un pays dans son hygiène, n'est-ce pas, dans la santé de ses habitants. Et elle va toucher un pays aussi dans la gestion de ses finances, dans l'organisation de la vie des gens, dans l'organisation de ses institutions. Donc elle va générer des injustices, elle va générer des sentiments d'injustice auprès de la population qui elle-même, de toute façon, manquant de rigueur, va amplifier la problématique parce que chacun à son, je dirais, à son rythme, hein, à sa manière, va amplifier le problème, puisque personne, en fait, n'arrête cette espèce de, je dirais, de spirale infernale qui est ce manque d'organisation, ce manque d'acceptation du travail bien fait, de la beauté aussi, parce que pour moi, ça fait partie aussi, la beauté de la rigueur. La rigueur n'est pas simplement, il ne faut pas confondre rigueur et rigorisme, rigueur et rigidité. La rigueur, c'est une capacité d'aller jusqu'au bout des choses, de terminer ce que nous avons commencé, de faire un suivi de notre travail, de faire un suivi du travail des autres, pour aboutir évidemment à un résultat qui a du sens, qui fait plaisir, et qui montre que nous allons réussir et qui montre des résultats probants pour l'ensemble d'une communauté, l'ensemble d'un pays. Donc ça va chercher très loin, n'est-ce pas? Et nous voyons aussi que la rigueur, le manque de rigueur va aussi être générateur de conflits, parce que pour qu'une entreprise, par exemple, marche, pour qu'une institution marche, pour que nous puissions, même dans une famille ou un enfant à l'école, si un des maillons de la chaîne, qui est une personne, ne fait pas son travail, ça veut dire que celui qui le précède et celui qui est devant lui et celui qui est après lui ne vont pas pouvoir suivre son travail parce qu'il va d'une certaine manière casser la chaîne. Et il va provoquer des ressentiments, il va provoquer un sentiment d'injustice à l'intérieur de l'autre. Par exemple, une personne qui travaille bien, qui est hyper responsable et qui donne beaucoup d'elle-même, face à un collaborateur qui manque de rigueur, qui ne fait pas son travail, va à la longue avoir un sentiment d'injustice, un sentiment de fardeau sur son dos,
Et tout ça est générateur de conflits. Et si sur une grande échelle, on peut parler de guerre, finalement. Ça peut être une guerre larvée, mais cette guerre larvée, au bout du compte, un jour, peut se traduire par une guerre réelle au niveau d'un pays, parce qu'il y a trop de conflits, il y a trop de situations émotionnelles qui ne sont jamais réglées entre les gens. Et entre les institutions, entre les habitants et le gouvernement. Et donc, on arrive à des malentendus. Tu vois, même le problème de rigueur va amener les gens à des risques de malentendus parce que les choses ne sont pas dites correctement, parce que le travail n'est pas fait jusqu'au bout. Ce qui veut dire que l'autre personne peut interpréter, si cette personne ne fait pas ce travail, c'est qu'elle est indifférente à mes besoins, c'est qu'elle se moque de moi, c'est qu'elle n'a aucun intérêt pour son travail, alors que finalement, ce n'était qu'un manque de rigueur chez cette personne, qui est une programmation émotionnelle, mais qui pourtant va être interprétée d'une manière beaucoup plus conflictuelle, si je puis dire, hein, comme un rejet, comme un manque d'amour, comme même tourner l'autre en dérision, etc. Tu vois, donc ça va chercher très loin, ce problème de rigueur. Et ça amène aussi un pays à mettre des priorités, pour moi, là où elles ne sont pas vraiment. Alors, je connais une grande priorité dans votre pays, n'est-ce pas? Nous en avons déjà discuté. Qui découle évidemment d'une grande joie de vivre et qui découle de quelque chose de très beau. Mais c'est vrai qu'à plusieurs reprises, j'ai entendu que, bon, évidemment, je fais référence au carnaval, hein, et à plusieurs reprises, j'ai entendu que lorsque le carnaval arrivait, tout s'arrêtait dans votre pays. Mais comment peut-on faire tourner un pays si pendant 15 jours de carnaval, tout s'arrête? Tu vois, pour moi, je veux dire, là, il y a une priorité qui est plus du domaine de la compensation que du domaine de la réalité. Alors, c'est vrai que c'est bien de s'amuser. Moi, tu me connais, hein, je suis tout à fait d'accord pour m'amuser plus qu'à mon tour. Mais à un moment donné, il faut pouvoir justement avoir un équilibre en tout. Et je vois que cette espèce de défouloir, tu vois, pendant cette période du carnaval, qui doit rester évidemment comme fête, parce que ce sont vos coutumes, c'est votre culture, c'est très important, hein, la culture. Mais en même temps, pour moi, c'est une compensation pour masquer la souffrance. Et une fois que le carnaval est terminé et que nous sortons de ce moment euphorique, ben nous retombons dans la lourdeur, dans la souffrance, dans les difficultés, dans la colère, et nous n'avons rien résolu. Merci. Donc, vive la rigueur. Vive la rigueur. Donc, Martine, je sais, parce que je travaille avec toi, tu viens chaque année depuis en fait, tu viendras au mois d'octobre pour la 21e fois en Haïti. Ce sera ta 21e mission. Et je sais ton idéal et ta détermination, justement, à mettre à travers le monde cette éducation pour la paix. Et comment tu nous aides en Haïti à mettre des programmes sur place. Donc, comment vois-tu justement l'importance de cette éducation pour la paix par rapport à notre situation en Haïti? Bah écoute, pour moi c'est vital, c'est primordial et je peux en parler d'autant plus que en ce moment je rentre de la RDC qui est en période électorale, hein, avec énormément de difficultés, des situations sociales très difficiles, les gens vivent dans la misère, beaucoup de tensions, beaucoup de peur, hein, concernant l'avenir. Les élections devant se faire au mois de décembre, alors qu'elles ont été reportées déjà, hein, depuis 2 ans, sans savoir évidemment ce que les gens vont avoir de leur avenir. Ils vivent déjà dans la misère, ils n'ont déjà rien. 90% quasiment de la population n'a pas de travail, pas de couverture sociale, etc. Et donc, actuellement, je suis en train de terminer vraiment ce programme dont tu es en train de parler, ce programme pour la paix. Et une soixantaine de personnes vont partir dans les 26 provinces donc, de la RDC pour renseigner directement à la population justement ce programme pour la paix. Donc vraiment, je peux parler en connaissance de cause parce qu'on est en plein là-dedans. Et c'est vrai que je me ferais fort de venir en Haïti avec ce programme pour qu'on puisse vraiment le travailler et voir ce que nous pouvons en faire aussi, hein, en Haïti.
parce que c'est un programme qui s'adresse vraiment à la population. Et ce n'est pas un programme qui s'adresse aux intellectuels, ni qui s'adresse, je dirais, aux institutions, ni au gouvernement. C'est vraiment un programme qui s'adresse à monsieur et à madame tout le monde, qui n'a rien ou qui a quelque chose, ou en tout cas, ça peut être un paysan, ça peut être tous les gens, au fond, qui vivent dans les villages, qui vivent dans les quartiers des villes, et qui ne croient plus en rien, qui ne savent plus à quel sens se vouer, parce que où qu'ils se tournent, ils ont l'impression que tout les dépasse. Parce que c'est vrai, c'est l'impression que notre monde nous donne. C'est que nous vivons à l'ère de la technologie, avec des appareils bientôt qui vont faire tout notre travail, mais en réalité, nous ne communiquons plus entre nous, nous ne sommes plus heureux. Toutes les bases essentielles de notre vie, de notre culture, volent en éclats. Et l'homme est malade, meurt de faim, et vit dans la misère. Et même ici, je puis dire que, bon, évidemment, nous n'avons pas vos difficultés, mais la situation en Europe s'aggrave aussi. Il y a de plus en plus de chômage, même dans un pays comme la Suisse. Et donc, nous voyons que notre société devient vraiment une société qui n'a plus de raison de fonctionner de cette manière, parce qu'elle ne rend personne heureux, hein. Bon, maintenant, il faut comprendre pourquoi aussi. Hein. C'est que le commun des mortels, c'est-à-dire voilà, les personnes chaque personne de la population a imaginé le monde. Maintenant, on vit dans un monde qui est imaginaire, on ne vit plus dans un monde qui est réel, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que d'abord, on s'éloigne de plus en plus de nos coutumes, on s'éloigne de plus en plus des choses de la terre que nous ont appris soit nos ancêtres, soit nos parents. Qui finalement sont toutes simples. Et notre référence aujourd'hui, la référence de n'importe quelle personne qui vit au fin fond de la campagne dans n'importe quel pays, sa référence bientôt, ça sera la télévision, ce qui se passe à la télévision. Ce qui veut dire qu'on vit dans un monde qui est complètement irréel, qui n'existe pas. Parce que la télévision nous met de la poudre aux yeux. Ce qu'on montre même de l'Occident n'est pas juste parce qu'on ne vous montre pas non plus la misère de ce que nous vivons ici. On ne vous montre pas non plus les problèmes de communication que les gens ont dans nos pays, en Occident, le manque de la difficulté aussi à exprimer des sentiments, exprimer ses émotions, l'isolement des gens aussi. Tout ça, on ne vous le montre pas. Vous ne voyez que des choses qui brillent et qui donnent envie aux jeunes, parce que ça aussi, c'est le gros problème, c'est que si on fait une statistique, que ce soit en RDC comme chez vous, ben, je dirais que la majorité des jeunes ne rêvent que d'une chose, c'est quitter le pays et partir faire émigrer dans un autre pays, où d'une part ils vont partir avec leur propre programmation émotionnelle sur le dos, donc ils vont retrouver ce qu'ils redoutaient dans leur pays, et ensuite ben, ils seront la proie du racisme, du rejet des autres, etc. Et ils vont retrouver exactement la même souffrance et la même colère qu'ils ont transportée avec eux, ben, comme la tortue transporte, n'est-ce pas, sa maison sur son dos. Donc, tu vois, je veux dire, les informations en fait que nous avons à l'intérieur de nous, de ce qui se passe ailleurs et de ce qui se passe dans notre pays, deviennent complètement fausses. Ce qui veut dire que, pour moi, il faut ramener la population à une relation à elle-même et à la terre beaucoup plus juste et beaucoup plus simple finalement. Voilà. Et la simplicité, c'est quoi? La première simplicité, c'est se réconcilier avec soi-même. C'est la première chose. Hein. C'est de se rendre compte à quel point nous avons de la valeur, à quel point nous sommes des êtres justes, des êtres bons aussi. Hein. Et que nous pouvons être aussi bons les uns envers les autres, et qu'au lieu de se rendre compte que parce que je souffre, ben je vais taper sur le voisin parce que c'est de sa faute et parce qu'il m'a pas regardé gentiment ce matin, ben, au contraire, je vais aller taper à sa porte et je vais être solidaire, je vais lui demander de l'aide, je vais lui donner mon aide. Parce que ça va déjà nous permettre de vivre mieux ensemble et d'apaiser nos douleurs, parce que la solidarité apporte un baume toujours sur sa blessure, sur sa propre blessure et sur la blessure de l'autre. Ça, c'est déjà, je dirais, une part du programme qui a une importance fondamentale, c'est de se réconcilier avec soi-même, d'apprendre à s'aimer et d'apprendre à mettre en exergue ces valeurs fondamentales que je vous enseigne, qui sont l'amour, qui sont la liberté, l'autonomie, qui sont la rigueur, hein, je reviens à cette fameuse rigueur, la beauté, qui a une importance aussi fondamentale pour moi. Quand on regarde nos villes, est-ce qu'elles sont belles? Est-ce qu'elles font plaisir à voir? Ou est-ce qu'elles nous donnent l'impression d'être des dépotoirs, d'être des endroits où on n'a pas envie de vivre? Donc la beauté a une importance fondamentale.
Et puis on peut citer encore l'idéal, qui est une des valeurs fondamentales dont nous avons un besoin, contrairement à ce que nous pouvons croire. On a beau vivre dans un monde matériel, l'être humain a toujours besoin de rêver. Alors soit il va rêver en compensant avec la matière, et avec des frustrations parce qu'il n'a pas cette matière et cet argent, soit il faut qu'il se rende compte qu'il ne peut pas compenser indéfiniment et que le besoin fondamental de l'homme, c'est de vivre en fonction de son idéal. Et l'idéal, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est simplement être en accord avec soi-même, être en accord avec ses besoins, être en accord avec l'amour, une passion, quelque chose qu'on aime, découvrir un métier dont j'ai besoin, etc. Ce sont des petites choses finalement de la vie de tous les jours. C'est de se lever le matin et de faire de sa maison, même si, je dirais, si pauvre soit-elle, de faire un bijou parce qu'elle est belle, parce qu'elle est propre, parce qu'elle prend soin de ma santé, etc., parce que moi je prends soin d'elle. C'est de rendre la concession qui est autour de ma maison aussi agréable à regarder, parce qu'elle va me permettre aussi d'élever des enfants qui ne vont pas les puiser dans l'eau d'un ruisseau qui est pollué, etc. Tu vois, c'est dans toutes ces choses de la vie de tous les jours, pour moi, que l'enseignement se trouve. Et cette réconciliation, elle doit faire en sorte que nous nous réconcilions justement avec soi-même, avec la vie, avec son voisin, avec son pays, n'est-ce pas? Et avec surtout le regard que nous avons sur les qualités qui sont en nous, qui vont nous permettre de nous retrousser les manches et de travailler. Parce que la réconciliation doit nous conduire également à nous regarder tel que nous sommes en disant bah, là je fais des erreurs, j'ai fait des erreurs jusqu'à présent, j'ai des difficultés dans ce domaine, ce n'est pas un problème parce que je peux changer tout cela, mais j'ai de grandes qualités qui vont me permettre justement de changer ces difficultés. Alors ça, c'est tout dans le programme dont je suis en train de te parler. Si tu veux, c'est toute la phase, si je puis dire, entre guillemets spirituelle, sans connotation évidemment religieuse. Et cette phase spirituelle fait partie justement de l'enseignement que tous ces jeunes, puisque ce sont des jeunes qui vont partir sur les routes, qui sont sur des groupes, puisqu'ils vont partir dans les 26 provinces. Ces jeunes vont partir justement, ils vont aller parler sous forme de séminaires, sous forme de conférences, dans les paroisses, puisque c'est dans ces lieux-là que tout ça va se passer, et vont ouvrir un dialogue avec la population. Et la population également va pouvoir exprimer sa douleur, va pouvoir expliquer pourquoi elle souffre et ce qu'elle aimerait avoir, parce que c'est important d'avoir cet échange. Bon, ça c'est la première phase. Mais il y a une deuxième phase qui va être d'autant plus importante, c'est la concrétisation de la première, n'est-ce pas? C'est qu'à partir du moment où j'ai compris que je devais m'aimer, à partir du moment où je comprends que je dois faire la beauté dans ma maison et que je dois prendre soin de moi, au fond, comment vais-je le faire? Tu vois, parce que si ça reste au niveau de la théorie, cela ne sert à rien. C'est qu'on va expliquer aux gens comment vivre chez eux, comment nettoyer leur maison, comment faire de l'agriculture même si j'ai qu'un mètre carré devant ma maison. Est-ce que je vais pleurer parce que je n'ai pas un hectare en me disant je n'ai rien à manger et en regrettant de ne pas être mon voisin qui lui a un hectare, ou est-ce que je vais me dire je n'ai qu'un mètre carré mais mes enfants ont faim, j'ai faim, et sur ce mètre carré je vais avoir de l'imagination. Qu'est-ce que je vais faire sur un mètre carré? D'abord, je vais peut-être commencer à planter tous les légumes, je vais planter des fruits, je vais peut-être essayer de planter même un arbre, parce que cet arbre, il va pousser, puis il va faire de l'ombre en plus pour protéger mes légumes, que je pourrais arroser, j'aurai besoin de moins d'eau, donc ça va être positif, puisqu'il fait chaud dans mon pays, et donc c'est mieux que je puisse avoir moins besoin d'eau. Et puis après, je vais me rendre compte que finalement, sur ce mètre carré, je pourrais rajouter des étagères, et puis sur ces étagères, je pourrais ajouter des bacs. Et dans ces bacs, je pourrais mettre d'autres plantes, ce qui veut dire que je vais pouvoir multiplier mon mètre carré, qui va se transformer en 4 mètres carrés, en 5 mètres carrés. Peut-être que je vais pouvoir faire encore en hauteur de la culture. Tu vois, je veux dire, mais on peut multiplier la créativité, on peut multiplier les initiatives à partir du moment où on s'assoit, où on réfléchit, on se dit, mais même si je n'ai qu'une petite chose, je vais la faire fructifier. Et cette fructification, si je puis dire, je vais la multiplier à l'infini. Et c'est ainsi que je vais pouvoir réussir ma vie. Au lieu de pleurer sur moi-même,
ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir mon voisin de palier, je vais dire, t'as vu ce que j'ai fait? Est-ce que tu serais d'accord de faire la même chose? Bon, donc moi j'ai planté ça chez moi. Est-ce que tu serais d'accord, toi, de planter autre chose? Comme ça, on va faire un échange. Voilà. Et puis on va aller voir l'autre voisin de palier, on va lui dire, mais tu sais, nous on a planté ça. Est-ce que toi tu pourrais planter encore autre chose? Comme ça, nous allons, à nous trois, avoir des repas complets où nous allons pouvoir manger, d'une part, des vitamines, des sels minéraux, des protéines végétales, des légumineuses, et nous allons avoir une nourriture équilibrée qui va nous permettre de maintenir notre système immunitaire en état, qui va nous permettre d'être en bonne santé. Et tu vois, tout ça sera parti que d'un mètre carré. Voilà. Et en fait, c'est tout ce que nous allons expliquer à la population avec vraiment un programme, je dirais, d'une précision où on va leur expliquer même comment faire la différence entre, par exemple, une infusion, une décoction, faire des tisanes pour se soigner contre la malaria, par exemple. En fait, aller chercher aussi dans la culture, dans les traditions, tout ce qui peut nous soigner finalement gratuitement, tu vois. Voilà. Et je suis sûre que toutes ces choses ne sont plus exploitées parce qu'il y a ce complexe d'infériorité des pays fragilisés qui s'imaginent que chez nous, nous avons tellement de choses pour nous rendre plus intelligents et que nous n'avons plus besoin de nous salir les mains parce que ce que nous faisons est plus juste. Voilà. Alors moi, ce que je peux donner comme message aux Haïtiens, c'est que nous sommes aujourd'hui au stade que nous nous sommes tellement lavé les mains que nous sommes en train de détruire les abeilles dont nous avons un absolu besoin parce que sans elles, ben, nous n'aurons plus de fruits, nous n'aurons plus rien, tu vois. Voilà. Donc nous sommes en train de nous salir les mains avec délectation pour faire venir les abeilles dans les villes, pour faire pousser des plantes, pour qu'elles puissent vraiment venir se loger dans des buissons qui n'existaient plus, etc., etc., tu vois. Voilà. On laisse repousser les mauvaises herbes. Voilà. Donc ne nous admirez pas. Bon, bien sûr, nous avons fait aussi de très belles choses, mais ce qui serait intéressant, c'est que vous appropriez justement nos erreurs pour ne pas les refaire et vous rendre compte que nous sommes en train petit à petit de revenir à nos traditions parce que nous voyons que c'était les bonnes choses et que finalement, nous sommes devenus des esclaves de la technologie et aujourd'hui, la technologie nous fait souffrir. Donc, nous devons vraiment comprendre que la technologie doit être à notre disposition et ça ne doit pas être le contraire. Merci beaucoup, Marie. Je t'en prie. Nous arrivons à la fin du temps. Je sais qu'on aurait pu encore parler pendant très longtemps, mais ce que je note qui est très important que je voudrais souligner, c'est justement comment tu mets sous pied ces programmes d'éducation à la paix. Et là où le Congo, Kinshasa a une avance par rapport à nous, c'est que déjà tu as formé 60 jeunes qui vont dans les communautés et nous sommes à nos débuts. Et je dois te dire que tous les programmes que la communauté a sur place a déjà apporté des fruits. En travaillant dans les écoles, mais dans les organisations où nous partageons surtout les valeurs fondamentales et tout ça. Je dois te dire que tu es de plus en plus connue en Haïti, Martine. Et ces jours-ci, on parle beaucoup de toi. J'ai beaucoup d'amis qui désirent te connaître et beaucoup d'amis qui sont intéressés à nous aider aussi à financer des programmes parce que bon, et voilà, et tout ce qu'il faut faire et comme formation a besoin quand même de minimum, pour ne pas dire le maximum de fonds. Donc, oui. Donc. Juste par rapport à ce que tu es en train de dire, pour revenir à ce programme pour la paix, parce que pour moi, c'est un programme qui doit être mis en place vraiment dans votre pays aussi. Hein, c'est indispensable. Donc, en fait, je n'ai pas formé seulement que 60. Peut-être on va prendre quelques minutes pour que j'explique, tu vois. C'est qu'en fait, ces jeunes sont des responsables de paroisses hein, dans les régions où ils vivent. Ce ne sont pas seulement des jeunes de Kinshasa, ce qui veut dire qu'eux-mêmes sont des responsables qui ont sous leur responsabilité entre 500 et 1500 jeunes. Donc, essaye de calculer, tu vois, 60 jeunes multipliés par le nombre de jeunes dont ils sont responsables, on arrive à une communauté énorme
et le principal, évidemment, responsable de toute cette communauté, qui est la Fédération nationale de la jeunesse protestante, qui est Willy Massacre, qui est un des responsables de la communauté des médiateurs pour la paix, aujourd'hui est devenu président national de la fédération, alors que je l'ai connu tout jeune et plein de colère et de peur, tu vois. Et aujourd'hui, c'est un homme qui est sûr de lui et qui est capable de porter, tu vois, tout ce programme. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, j'ai formé d'abord la communauté, tu vois, parce qu'on travaille depuis déjà plus d'une année sur ce projet, et toute la communauté est formée. Et à l'intérieur de la communauté, 10 membres sont devenus, si tu veux, on a constitué donc tous ces groupes lors de ma mission. Chacun des membres est devenu responsable d'un groupe de jeunes, tu vois, voilà. Et chacun des membres de la communauté de médiateurs, chacun a évidemment une grande connaissance puisque on travaille ensemble depuis quasiment 10 ans. Hein. Donc chacun de ces membres va partir sur le terrain avec les jeunes et les jeunes vont l'assister. Tu vois, ce qui veut dire qu'en fait, tu te rappelles la fameuse toile d'araignée dont je parlais? Oui. Mais voilà, ça y est, on arrive. Hein, voilà. C'est que j'ai de l'araignée, c'est moi, et ensuite, il y a tous mes bébés araignées qui sont prêts maintenant à partir sur les chemins. Et en fait, ils vont partir avec ces jeunes pour rencontrer, cette fois, vraiment la population. Tu vois. Bon, donc, ce qui veut dire que ce qu'on fait là-bas, on peut tout à fait le faire en Haïti, dans ce sens que j'ai une communauté en Haïti qui est prête aussi à fonctionner, qui je sais, qui est très motivée et qui peut vraiment faire ce travail à tous les niveaux, parce que la population a besoin de reprendre confiance en elle. Elle a besoin de retrouver justement le cœur à l'ouvrage et de retrouver le plaisir de vivre, parce que c'est ça en fait le problème. Alors, pour en revenir à ce que tu disais aussi, lorsque tu as parlé de tous ces amis qui seraient heureux de me rencontrer, moi, ça me fait un grand plaisir. Je souhaite aussi les rencontrer lors de ma prochaine mission, comme nous faisons d'ailleurs chaque fois que je viens, hein, puisque nous faisons chaque fois une conférence. Mais si je puis me permettre, je souhaiterais faire un message à tes amis. C'est que tous ces programmes sont magnifiques, ils sont expérimentés, ça marche, les résultats sont déjà extraordinaires, et je pense que je n'exagère pas, puisque toi-même tu as vu tout ce que nous avons pu mettre en place, qu'on peut mettre en place aussi au niveau du commissariat, par l'intermédiaire de la police, à Corail, hein, dans le camp Corail, tout ce que nous avons pu faire, ce que nous pourrions faire encore aussi à Cornillon, donc puisque là aussi il y a un programme qui est en attente. Toutes ces écoles qui attendent aussi de pouvoir recevoir le programme d'éveil philosophique pour les enfants. Et tu peux toi-même dire tous les résultats que nous avons, hein, avec des enfants qui sont plus heureux, qui ne sont plus battus à la maison, avec des enseignants qui sont plus heureux aussi et qui se sentent mieux compris par leurs élèves, etc. Bon, mais les messages que j'aimerais donner à tes amis, c'est que sans argent, nous ne pouvons pas avancer, que nous avançons, c'est vrai, mais que nous pourrions avancer beaucoup plus vite. Et vu la situation de Haïti, je pense que nous ne devons pas tarder. Donc nous avons vraiment besoin d'eux, et je les remercie d'avance, si ils peuvent nous aider matériellement, parce que je crois que c'est dans ce domaine-là que nous avons le plus de besoin, puisque les programmes roulent, la connaissance vous l'avez. Voilà, je suis à votre disposition. Maintenant, évidemment que pour mettre un programme en place, il faut se nourrir, il faut mettre une logistique en place. Et c'est là où nous avons besoin de nos amis de la communauté qui pourraient vraiment apporter la dernière petite touche pour que tous nos programmes s'enflamment d'une manière positive sur toutes les terres de Haïti. Voilà. Ça sera ma conclusion. Merci de ton temps précieux. Et je voudrais terminer avec tes propres paroles. Un homme heureux ne fait pas la guerre. Et pour résumer ta philosophie, s'aimer, prendre soin des autres et aimer la vie. Merci Martine de tout ce que tu représentes pour nous en Haïti. On t'attend en octobre et déjà nous continuons. Le billet est déjà pris. Merci. Merci à toi. Et à tous nos amis d'Haïti et à tous les Haïtiens que je ne connais pas et que je connaîtrai peut-être plus tard. Ah, bien sûr. Merci beaucoup, Martine. À bientôt. Au revoir, Roselyne.